dire simplement que vous pouvez être inquiet et que vous avez légitimement le droit d'être inquiet. On vous a tous dit à maintes reprises, la loi a été votée le 13 juillet, ça résout le problème, c'est interdit d'utiliser la fracturation hydraulique. Et dans le même temps, pratiquement dans la même phrase, on vous dit, bon, c'est quand même autorisé sous couvert de recherche scientifique, sous contrôle public. Ça veut dire qu'en réalité, on pose une interdiction, mais qu'on permet, et c'est ça qui est plus clair que l'interdiction, on permet la recherche de gaz et d'huile de schiste. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi? Parce que dans l'interdiction, on ne sait pas ce qui est interdit, parce qu'on n'a pas défini la fracturation hydraulique, on n'a pas défini ce que c'était les hydrocarbures non conventionnels, on n'a pas défini le périmètre dans lequel ça s'inscrit, tandis que la recherche scientifique, tout le monde entrevoit ce que ça peut vouloir dire à peu près, et puis qu'il suffit de dire je fais de la recherche, et puis tout le monde doit se taire. Voilà, c'est autorisé dans cette là. Les sociétés l'ont bien compris. Elles se sont engouffrées dans cette autorisation, elles vont le maintenir le plus possible, et alors qu'en réalité, ça signifie qu'elles vont explorer de la même façon pour exploiter, parce que les permis d'exploration, ils durent 5 ans, renouvelables 2 fois. Alors, 15 ans de recherche, bon, vous comprenez qu'en réalité, ça permet quand même de l'exploration pour exploitation. L'idée du retrait de tous les permis, c'est pour dire que de toute façon, tous les permis tels qu'ils sont présentés pour exploiter des hydrocarbures non conventionnels utilisent la fracturation hydraulique. On le sait, même les pétitionnaires le disent. Alors après, dans la présentation des dossiers, ils utilisent des termes un peu différents. Ils essayent de contourner, on va dire, l'interdiction. Et puis il y a ceux qui, on va dire, ne contourne pas l'interdiction en disant oui, effectivement, j'utilise la fracturation hydraulique. Mais bon, je vais continuer à chercher pour faire ça proprement. Donc, volet recherche. Ça veut dire qu'ils vont obtenir un autre permis, éventuellement, mais pour faire de la recherche scientifique au nom du progrès qui nous concerne tous. Voilà, l'inquiétude, elle est forte dans la mesure où, sur votre environnement, ça a des conséquences qu'on ne mesure pas, que même les pétroliers ne mesurent pas parce que c'est pas leur problème, c'est pas leur métier de faire de l'environnement. Eux, leur métier, c'est de faire des bénéfices pour leurs actionnaires. Sachant qu'il n'y a pas de... J'ai entendu souvent dire ça, nous on est plus propre que les Américains. Sauf qu'il n'y a pas de pollution propre. Ah, moi j'en connais pas. Voilà. Il y a de quoi s'inquiéter. Parce que la fracturation hydraulique crée une pollution irréversible. Irréversible. Au point que les habitants qui sont touchés, qui ont été touchés par des fracturations hydrauliques et dont les puits ne sont plus en activité, dans l'Alberta au Canada ou en Pennsylvanie, sont actuellement livrés en eau. Ça veut dire que l'eau devient rare, l'eau potable devient rare, et en créant une rareté, ça devient un bien marchand. L'eau devient un bien marchand, alors qu'elle ne l'est pas expressément aujourd'hui. Mais en fait, les compagnies des eaux essayent à tout prix de vendre la ressource de l'eau. Aujourd'hui, nous ne payons que le service d'adduction, le service d'assainissement. Et par le biais de cette pollution irréversible, cela permettra aux compagnies des eaux de vendre la ressource. Ils vont nous vendre une eau industrielle, une eau pétrolysée, on peut dire. Voilà. C'est ça l'enjeu. D'autant que, bon, il faut se dire, chaque fracturation, vous le savez, c'est 20 millions de litres d'eau qui sont pompés et à peine 40% qui remontent en surface. Mais alors dans un état de pollution tel qu'il est impossible de la dépolluer.